moi, je suis vétérinaire hein, et mon unité regroupe à la fois des médecins, des biologistes et des vétérinaires, donc de l'école de médecine à l'école vétérinaire en passant par INRAE. Donc, je ne travaille pas sur le transanimalisme et quand vous m'avez invité, je me suis vraiment demandé si j'avais ma place dans votre colloque. Finalement, après la discussion avec mes collègues, nous avons décidé que c'était important qu'on parle de ce qu'on faisait. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est qu'on parle d'animal augmenté, et ça a déjà été dit ce matin, c'est que pour moi, l'animal augmenté, il commence dès la domestication, et donc il commence il y a des dizaines de milliers d'années. Depuis qu'on a commencé à domestiquer les animaux, on a commencé à diriger leur reproduction et à les transformer pour leur usage pour l'humain. Donc, comme exemple, eh bien, on est passé de l'auroch à la génisse Holstein, haute productrice de lait, hein, qui serait un animal qui ne pourrait pas vivre à l'état sauvage. Hein. Et on a commencé par une sélection en choisissant les meilleurs animaux. Et puis, à partir du milieu du XXe siècle, on a appréhendé les aspects génétiques et on a commencé la sélection génétique qui a permis une augmentation très rapide des traits qui étaient recherchés par les producteurs d'animaux. Donc, de même, on est passé du sanglier au porc large white. Et donc, de nouveau, le large white ne pourrait pas vraiment vivre dans des conditions sauvages. Alors, à l'appui de cette sélection qui est opérée par l'homme, eh bien, existe tout un panel de techniques de reproduction qui sont mises au service de la sélection et une bonne partie de ces techniques de reproduction sont aussi utilisées chez l'humain pour faire de la procréation médicalement assistée, sachant que actuellement, il y a environ 15% des couples qui vont faire appel à la procréation médicalement assistée pour concevoir. Donc, ça a commencé par des actions sur, donc ici, vous avez les ovocytes qui sont les œufs non fécondés, le zygote qui est l'œuf une fois fécondé, le blastocyste qui est l'embryon qu'on va pouvoir transférer, des cellules fétales, donc là, c'est les cellules de ce qu'on appelle somatiques, non reproductrices, le nouveau-né et les cellules adultes. Donc, au cours du temps, des dernières 70 années, on a chez les animaux et chez l'humain développé la superovulation, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plus d'ovocytes qu'on aurait naturellement dans un cycle normal. On a développé l'insémination artificielle, c'est-à-dire la collecte de sperme pour ensuite d'un mâle pour ensuite le distribuer sur une ou plusieurs femelles. Donc la collecte, et puis on a collecté les embryons, d'abord par voie chirurgicale, puis par voie non chirurgicale, et chez les animaux pour les transférer dans des receveuses pour obtenir des veaux. Au fur et à mesure du développement des technologies, est arrivée la possibilité de sexer les embryons, donc ce qui est possible chez l'humain, mais qui n'est pas utilisé bien sûr en Europe, et la congélation des embryons, qui est utilisée très largement. Et donc, ce qui permet de décaler dans le temps l'obtention de ces embryons et l'obtention de la gestation. Ensuite, plutôt dans les 20 dernières années, se sont développées des techniques qui permettent directement sur un animal vivant d'aller récolter les œufs par des techniques non chirurgicales et puis d'aller faire la fécondation in vitro qui est faite chez l'humain, qui est faite chez l'animal, alors chez certains animaux. Et donc, on va cultiver ces embryons dans un milieu, on appelle ça dans un milieu de culture, hein, c'est les bébés éprouvettes, et on va mettre ces embryons dans des vaches receveuses et pour les transférer chez des veaux, pour faire des veaux. Sachez que pour l'instant, actuellement dans le monde, environ 1 million d'embryons de vaches sont produits et environ 70% d'entre eux sont produits par fécondation in vitro, les leaders dans ce domaine étant l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. En Europe, c'est un peu moins développé, mais ça se développe quand même assez rapidement pour augmenter le progrès génétique. D'autres technologies qui ont été rendues possibles, c'est le sexage du sperme. Donc actuellement, dans l'élevage bovin,
on peut acheter du sperme qui va donner des mâles ou des femelles selon le désir de l'éleveur, ce qui permet d'éviter le sexage des embryons. Et puis, bien sûr, a eu lieu, donc, mon laboratoire était à l'origine des premiers clones bovins, mais on en a fait pas mal d'autres espèces. C'est arrivé le clonage à partir de cellules de peau qu'on utilisait, soit fœtales, soit de nouveau-nés, soit de cellules adultes. Alors, en préparant cette présentation, je me suis dit, le clonage, ce n'est pas vraiment un animal augmenté, puisqu'on va reproduire un génotype. Donc, c'est reproduire ce qu'on espère à l'identique, et vous verrez que ce n'est pas totalement vrai, mais c'est la reproduction d'un génotype. Donc, pour moi, ce n'était pas un animal augmenté. J'ai pensé que vous alliez surtout me demander d'intervenir sur l'édition de génome, qui est la technique donc CRISPR-Cas9, qui permet de modifier un gène en changeant une ou plusieurs paires de bases au niveau de la double hélice, ou en invalidant des gènes, ou en remplaçant un gène par un autre gène qui vient de la même espèce ou d'une autre espèce. Et ça, ce sont des techniques qui sont invisibles, non détectables, au contraire de la transgénèse, où en fait il y avait des marqueurs autour de ce gène et qu'on peut le détecter. Avec le génome editing, on ne le détecte pas. Donc, on a la possibilité de modifier les gènes sans introduire de gènes extérieurs à l'espèce. J'ai une vache qui a telle caractéristique et j'en ai une autre qui a une autre. Eh bien, je vais aller chercher le gène de l'autre et je vais le mettre dans la nouvelle. On peut introduire un gène étranger à une espèce et donc, comme je vous ai dit, ça ne laisse pas de traces. Donc, je me suis consacrée, je vous ai fait un petit résumé qui allait au-delà de l'élevage, mais pour cette présentation courte, je me suis consacrée à l'élevage et sur les explications qui pourront être faites ou qui peuvent être faites en élevage. D'abord pour la prévention des maladies, pour l'amélioration de la quantité ou la qualité des produits et l'amélioration du bien-être animal. Donc, le premier exemple. Alors, actuellement, en Europe, c'est interdit, mais ça se développe à une vitesse considérable, en particulier en Asie et en Amérique du Nord et du Sud. Donc, vous avez un virus porcin qui s'appelle le virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin, qui est un virus qui pose énormément de problèmes au niveau de la production porcine et qu'on a beaucoup de mal à contrôler. Donc, les acteurs qui travaillent là-dessus, c'est l'Institut Roslin, initialement situé à Édimbourg, qui a des extensions ailleurs, qui est l'institut où a été fait le premier clone Dolly, et puis une entreprise privée qui s'appelle Genus, qui est aux États-Unis. Et donc, par génome editing, eh bien, voilà, donc ils ont targeté ce virus, qui est la maladie la plus importante chez le porc, qui induit des avortements, des difficultés respiratoires, des retards de croissance. Et donc, on parlait de l'aspect économique, donc il y a l'aspect bien-être animal, bien sûr, mais aussi les pertes économiques liées à cette maladie. Donc, le virus, c'est un tout petit peu de biologie, il va s'accrocher sur cette cible au niveau de la cellule des poumons des porcs. Et il a été montré que si on supprime cette cible, eh bien, le virus qui est ici, le PPRSB, ne peut pas s'accrocher à la cellule et donc ne peut pas produire d'infection. Donc, l'idée qu'ont eu les chercheurs, c'est d'enlever ce récepteur. Ce qui a été fait récemment, donc ici vous avez une représentation schématique du gène avec les exons qui vont permettre la production de protéines. Et donc le ciblage du génome editing a ciblé exactement 7 exons qui désinvalident la protéine et qui vous donne ici des résultats sur des macrophages, donc des cellules de porc, qu'on va mettre en relation avec le virus ou non. Et on voit que les animaux non dédités ou hétérozygotes, eh bien, ils développent la maladie, l'infection par le virus augmente, alors que les cellules qui ont été mutées, eh bien, n'ont pas cette maladie. Donc, ça pourrait permettre de développement d'animaux résistants à ces maladies. Alors,
il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi l'édition du gène C18 pour une autre maladie très importante, cette fois-ci chez le bovin, qui est la BRD. Et donc, de nouveau, eh bien, on voit un acteur majeur, Genus, et cette fois-ci avec une université américaine, Washington State, qui travaille là-dessus pour faire des animaux résistants. Bon, voilà, il y a des exemples, de plus en plus d'exemples. Alors, un autre exemple, c'est le gène myostatine. Le gène myostatine, c'est un gène qui contrôle la croissance musculaire. Et donc, afin d'augmenter la production de viande, un certain nombre de chercheurs, mais toujours associés à des entreprises privées comme Genus ou Recombinetics, et ici vous avez l'Institut Roslin et Texas A&M, ont fait du génome editing pour casser ce gène myostatine et donc permettre un développement plus important du muscle. C'est ce qui se passe de façon naturelle chez les vaches blanc-bleu belges qui vont avoir un phénotype qu'on appelle culard avec un développement musculaire très important. Et donc ici, on voit des animaux qui ont été génomédités pour la myostatine et on voit clairement que l'arrière-train de ce bovin est beaucoup plus important que cet animal contrôle. Et on a la même chose chez les moutons, ici, donc avec un animal, un agneau qui est édité. Donc ces animaux existent. On a alors la production aussi, disons qu'on a aussi des objectifs qui sont affichés pour le bien-être animal, pour, par exemple, la production de porcs naturellement castrés. Vous savez que l'Europe a interdit maintenant la castration des porcelets parce que c'est considéré comme une pratique inhumaine, ce qui, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que les animaux non castrés développent une odeur qu'une partie de la population sent, qui est liée au scatol, et qui va rendre la viande non consommable, au moins pour une consommation, une cuisson par l'utilisateur. Et donc, si on avait des porcs qui étaient naturellement castrés, ils ne développeraient pas cette odeur. Et donc, un gène a été ciblé, le gène nano-S2, qui permettrait de faire des animaux qui n'auraient pas de testicules ou qui ne développeraient pas cette odeur et donc qui permettrait une consommation globale. Donc, il y a d'autres intérêts, comme le transfert de spermatogonie. Par exemple, il y a des espèces sur lesquelles le sperme ne se congèle pas et donc toute la logistique que je vous ai montrée tout au début eh bien, est difficile pour produire des animaux pour la chaîne alimentaire. Et donc, il a été récemment montré qu'on peut utiliser des porcs sans spermatogonie, donc avec les testicules qui n'ont pas produire de sperme, comme des hôtes de spermatogonie d'une autre race, voire espèce, et dans lequel on pourrait en fait produire du sperme de façon continue. Alors, un autre aspect très important, c'est le bien-être aussi de l'éleveur et de l'animal par les bovins sans cornes. Alors, les vaches ont naturellement des cornes, il y en a très peu qui n'ont pas de cornes, mais quand vous allez en Normandie, vous allez voir que la plupart des vaches que vous allez voir dans les prés, elles n'ont pas de cornes. Et ce qui se passe actuellement, c'est que l'éleveur va brûler les bourgeons des cornes chez les veaux pour empêcher la croissance des cornes. Alors, cette pratique s'est affinée. Maintenant, il y a des techniques qui sont peu douloureuses ou moins douloureuses pour le faire, mais donc parce que les cornes vont être dangereuses pour les animaux entre eux, ils vont se blesser, et dangereuses aussi pour les éleveurs. Cela dit, ça reste quand même une pratique qu'on peut contester. Et donc, on a la chance pour l'aspect corne aussi de connaître les gènes qui contrôlent la croissance de cornes. Et donc, en 2018, l'entreprise Cemex, qui est une entreprise canadienne
extrêmement puissante dans le monde entier sur la sélection des taureaux. C'est associé avec Recombinetics, donc une autre entreprise, pour faire des animaux sans cornes par génome editing en affichant le bien-être animal. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez majeur. Cela dit, en mai 2018, donc ça, c'est les annonces par Cemex et Recombinetics qui se lançaient là-dedans. Mais en mai, peu de temps après, en 2019, eh bien, il y a eu un papier qui a montré que, eh bien, il y avait des erreurs majeures dans l'utilisation du génome editing pour faire ces animaux sans cornes avec un major screw-up. C'est-à-dire que cette technique, elle est censée cibler exactement le gène qui nous intéresse, hein, mais il peut y avoir des erreurs. Et donc, il y avait des erreurs sur le ciblage de ce gène. Et donc, les animaux avaient aussi des erreurs donc à d'autres endroits de leur génome. Donc, ce qui a fait que Cemex s'est très rapidement retiré de cette association pour ne pas garder son nom avec ces erreurs. Donc, voilà, il y a aussi le fait que la science avance, mais qu'il peut y avoir aussi des erreurs qui ont lieu. Et donc voilà, donc il y a les Recombinetics donc continue à travailler. Et donc, il y a les grosses boîtes, c'est Recombinetics et Genus. Alors, je vous ai fait une petite liste hein, qui n'est probablement pas à jour puisque je ne me suis pas trop renseignée cette année sur les gènes, les travaux qui sont soit financés de façon par la recherche universitaire, soit par des entreprises privées, soit mixtes, qui font l'objet de recherches sur l'édition du génome chez des animaux. Et nous, au sein de notre laboratoire, nous venons d'avoir un projet Rumigène, qui est donc un projet de l'Europe, hein, qui a commencé en 2021 et sur lequel nous travaillons en particulier sur la comparaison d'animaux génétiquement modifiés, donc où on va enlever le gène prion pour qu'ils ne puissent pas avoir la tremblante ou qui chez la vache est la maladie de la vache folle, donc pour préserver l'humain et préserver les animaux. Et on va comparer ça à des animaux qui sont naturellement, donc il y a une race de chèvres en Norvège, qui est la chèvre norvégienne, dont 10% des animaux n'ont pas de prion. Et donc, on peut essayer, par des croisements, d'arriver à développer des animaux sans prion. Et donc, bien sûr, le génome editing va aller beaucoup plus vite. Donc, le projet n'est pas pour une diffusion au sein de l'Europe, hein, mais pour un peu une preuve de concept que ça peut marcher. Et donc, voilà, on a aussi plein d'autres gènes chez les porcins. Et ça commence un petit peu chez le cheval et d'autres espèces. Donc, on a des applications multiples qui sont limitées par l'imagination des chercheurs, mais aussi par la présence de gènes identifiés contrôlant le phénotype qui nous intéresse. Certains gènes sont dominés par des QTL, donc c'est des ensembles de gènes qui font qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'imaginer de casser tous ces gènes ou de changer tous ces gènes. On ferait beaucoup trop de dégâts, donc ça va être de toute façon limité. Et puis, en fait, c'est aussi limité par d'autres facteurs non génétiques qui vont contrôler le phénotype des animaux, c'est-à-dire l'épigénétique et le microbiote. Alors, l'épigénétique, eh bien, c'est la base du sujet de mon laboratoire, hein, le concept des origines développementales de la santé des maladies, qui a été développé depuis les années 90 et qui a d'abord été montré chez l'humain que des altérations de l'environnement maternel, du métabolisme, de la nutrition, de l'âge, de la parité, mais aussi paternelle maintenant, vont entraîner des adaptations au niveau du développement fœtal et néonatal et qui vont entraîner des maladies chez l'adulte, en particulier des maladies non transmissibles. Et donc ça, les preuves maintenant sont très importantes et on sait que ça s'applique aussi aux animaux. Donc, ça, c'est indépendant de la génétique elle-même et donc ça ne sera pas contrôlé par le génome editing. Et ici, je vous donne un exemple d'un des clones qu'on avait produit à l'INRA. Et donc, tous ces animaux sont génétiquement identiques au terme de la génétique nucléaire.
sur la transmission génétique chez les mammifères, vous avez aussi 4% du génome qui est dans les mitochondries, qui sont les petites usines à énergie des cellules, et ça, c'est par voie maternelle. Donc, ces animaux n'ont pas les mêmes ADN mitochondriaux. Et vous voyez ici, rien que simplement sur le phénotype du pelage, eh bien, ils se ressemblent, hein, mais ils ne sont pas pareils. Donc, ces animaux, parce qu'ils vont avoir eu une gestation différente, qu'ils vont être nés à une période différente, eh bien, vont non seulement être différents ici par leur pelage, mais aussi par tout un tas de caractéristiques qui feront qu'ils seront similaires, mais absolument pas identiques. Et ça, on en a aussi beaucoup d'exemples. Un autre point que je tiens à souligner, c'est l'importance du microbiote digestif, hein, qui est actuellement fait l'objet d'énormément de recherches, donc qui joue un rôle sur l'axe microbiote intestin-cerveau, donc sur l'anxiété, la perception de la douleur et le comportement, sur des fonctions trophiques, la dépense énergétique, les nutriments, la régulation de l'adéposité, il y joue un rôle dans l'obésité, la fonction intestinale, l'angiogénèse, donc qui est la production de vaisseaux, et la fonction immunitaire. Et ça existe aussi chez les animaux. Donc actuellement, il y a pas mal de recherches en particulier chez le porc, hein, sur l'utilisation de ce microbiote digestif pour augmenter l'efficacité alimentaire des animaux, réduire la production de méthane, hein, puisque ces animaux vont produire des gaz à effet de serre, pour améliorer le bien-être et le comportement et améliorer leur résistance aux maladies. Et donc, le microbiote, on parle d'holobionte avec le génome et l'épigénome de l'animal hôte, le microbiome de cet animal, qui va être influencé par la génétique et l'épigénétique, le sexe et l'âge des animaux. Et tout ça, ça va être donc le phénotype, et ce qu'on va avoir des animaux, ça va dépendre de l'environnement, avec des effets maternels et paternels, le microbiote, l'âge et toute la conduite d'élevage qui va modifier finalement le phénotype final de ces animaux. Alors, pour aller encore plus loin… Excusez-moi, madame, vous avez un petit peu dépassé le temps, si vous pouvez donc, conclure. je suis à la fin de toute façon. Bon, Donc, c'est mon avant-dernière diapo. Pour aller encore plus loin, eh bien, vous avez maintenant des projets qui sont développés aux États-Unis qui s'appellent l'élevage in vitro, où on va faire des embryons, on va en déduire des cellules souches et qu'on va sélectionner selon leur génétique. Et à partir de ces cellules souches, on va pouvoir reproduire des gamètes et refaire des embryons et repartir et produire des animaux au moment où ça nous intéressera. Donc, on n'y est pas encore, mais ça avance.